Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir sur le plateau, nous accueillons Magali Brissot et Gérard Vialette, entraîneurs du Pôle Espoir d'athlétisme. Nous reviendrons avec eux tout à l'heure pour ce spécial athlé et nous allons commencer par une petite page de résultats avec notamment du tir à l'arc et des nouvelles données par Jean-Manuel Tisoni. Un tournoi national jeune s'est déroulé le week-end dernier à Toul, où on a pu voir d'excellentes performances réalisées par Rémi Vermèche, qui a battu 2 records de France, celui du 70 mètres avec 338 points. Également, il bat en même temps le record d'Europe. On ne sait pas encore pour l'instant s'il sera homologué. Jean-Manuel nous en dira un peu plus dans quelques jours. Deuxième record, c'est celui des 4 distances avec 1348 points. L'ancien record était à 1345 points. Donc félicitations à Rémi par rapport à ses performances. Jordan Dossal et Laura Ruggieri ont également réalisé de belles performances, un tout petit peu en dessous par rapport à leurs prestations réalisées lors du stage Interpol de Dijon, mais néanmoins à un niveau convenable, et ils sont bien placés pour les qualifications au prochain championnat d'Europe. Donc maintenant, nous allons commencer par un petit reportage sur le stade d'athlétisme et nous commencerons les questions après avec Gérard et Magali. A time for me. A time for me. A time for me. A time for me. Passer dans une autre dimension là. Sérieux, je blague pas. On a vu au cours de ce petit reportage, certains pensionnaires du pôle, mais également un stage national d'athlétisme de javelot. Donc, ma première question pour vous deux, le pôle espoir s'est trouvé en sommeil l'année dernière, alors que cela a toujours été une discipline importante sur le site de Boulouris. Où en est-on aujourd'hui, véritablement ? Bon, c'est vrai qu'en été, il y avait urgence. Il a donc fallu qu'on se bouge très vite, sous peine de fermer, un peu sous l'incitation du CREPS, qui nous a dit que finalement on répondait plus du tout aux normes. Donc on a lancé une opération que la Fédé a acceptée, qui est une opération qui est axée sur les minimes. On a essayé de recruter des minimes de bon niveau, voire de très bon niveau, en partant de tests et de résultats de compétition. On en a recruté 6, dont 2 qui sont passés cadets cette année et 4 qui sont restés minimes. L'autorisation nous a été donnée de les inscrire sur les listes de haut niveau, ce qui ne se faisait pas à titre expérimental. Donc maintenant, c'est à nous d'arriver à les faire progresser de manière à ce qu'ils répondent aux critères normaux de la fédération.
La fédération vous a laissé un petit temps ou comment ça se passe La fédération, ça va être une discussion puisque on était sûr de ne pas pouvoir faire 100% de réussite, mais quand même pour donner un ordre d'idée sur les 6 minimes qui sont rentrés, les 2 qui sont passés cadets répondent déjà aux normes qui nous permettront de les faire rester sur... non, je dis une erreur, il y en a 8 même, ouais. Et les cadets répondent aux normes, donc là on est tranquille. Après, il y a des normes qui sont imposées par le CREPS au niveau scolaire, là on verra. C'est un autre problème. Et sur les 4 minimes, il y en a maintenant 3 qui répondent aux normes. Donc sur les 3 les 4, 3 ont réalisé des performances qui leur permettront d'être dans les 15 meilleurs français. Et il y en a quand même 2 dont un qui est dans les 5 premiers français dans au moins 4 disciplines, et une fille qui, elle aussi, va terminer soit sur le podium, soit dans les 5 premières ce qu'on appelle les points d'or, qui sont un championnat de France déguisé des minimes. Voilà. D'accord. Alors, vous intervenez à 3, donc Gérard pour toute la partie saut, Magali pour la partie lancée, et également donc Laurence Billy, qui ne pouvait pas être présente ce soir, mais à qui nous faisons un petit coucou, elle pour la partie vitesse sprint. Tout à fait, il faut ne pas oublier Jacques Pelgas qui nous donne un grand coup de main, plus qu'un grand coup de main, puisque nous partageons les lancers, 4 lancers, je prends le marteau et le javelot, et Jacques prend le poids et le disque. Voilà. D'accord. Alors justement, à partir de ce staff d'entraîneurs, comment vous vous organisez par rapport au nombre de séances qu'il y a? Comment ça se passe au niveau de la répartition sur le stade? Il y a 2 façons de fonctionner, puisqu'il y a ceux qui sont déjà hyper spécialisés, donc on se répartit en fonction de nos compétences, donc les sauts pour Gérard, comme tu l'as souligné, les lancers, marteau, javelot pour moi, et le poids disque pour Jacques. Pour ce qui est des minimes, effectivement, Gérard les a sous son autorité, et puis ensuite il vient chercher quand même des compétences plus spécifiques dans certaines disciplines, mais c'est Gérard qui chapeaute un petit peu le groupe, le collectif minime. Voilà, les minimes, on peut pas les spécialiser, même si on commence à voir des directions, c'est certain. Mais on a essayé en début d'année de leur faire toucher un peu à tout, avec des contraintes techniques qu'ils n'avaient peut-être pas dans leur club. Et de là se sont dégagés des axes forts dans leur entraînement. Mais malgré ça, on les oblige à garder, même s'il y en a certains qui vont se diriger plus vers les lancers, on les oblige à garder 1 à 2 activités annexes. Et c'est intéressant dans la mesure où là on a quand même une anecdote, c'est qu'il y en a une petite qui est rentrée qui était coureuse de demi-fond, qui s'est trouvée avec un problème qu'on n'arrive pas à régler de respiration qui l'empêche réellement de s'entraîner en demi-fond, et elle se retrouve, comme elle a fait de la perche, que ça lui a plu, elle est actuellement 7e française, donc en minime on peut évoluer extrêmement vite d'une épreuve à l'autre, c'est vraiment pas un gros problème. Alors, comme tu l'as dit, donc Gérard, toi tu es plutôt sur le groupe des minimes. Magali a aussi des athlètes un peu plus âgés au niveau du lancer. Donc les attentes sont automatiquement différentes. Et quelles sont-elles pour les minimes et pour les lanceurs plus âgés? Alors, pour les minimes, les attentes des minimes, c'est la réussite, ils veulent tout faire, ils veulent faire les compétitions. Il y a parfois les parents qui sont aussi un peu prégnants, mais et ça fait partie des contraintes qu'on a à gérer. Les cadets, eux, moi je gère des cadets dans tout ce qui est saut. Les cadets, c'est quand même plus défini. On essaye d'organiser l'entraînement par tranche horaire. Ils peuvent être en autonomie ou, par exemple, quand on les envoie en musculation, si Magali est là, c'est pas la peine que je sois à la musculation avec les cadets sauteurs. C'est Magali qui va s'en occuper. Ou si Laurence s'occupe de la vitesse ou des haies, moi je peux me détacher sur autre chose. C'est quand même, oui, quand on fait l'emploi du temps, je suis obligé de mettre des couleurs de droite de gauche pour qu'on s'y retrouve, parce qu'il y a des fois c'est un peu complexe quand même. Et puis la différence aussi entre les minimes et l'entraînement des minimes et des plus âgés, c'est vraiment aussi la notion de planification qu'on essaie d'instaurer, et on rentre dans une phase dans une manière d'entraîner qui est quand même relativement différente. Donc il y a effectivement le groupe des minimes et il y a le groupe des plus anciens, mais qui va par contre de cadet jusqu'à senior, et là il n'y a pas réellement de distinguo, on va dire, dans l'entraînement, si ce n'est dans la charge d'entraînement effectivement, mais pas dans la planification en tout cas.
D'accord. Alors par rapport, donc tu as parlé aussi de performances relativement intéressantes malgré leur plus jeune âge, ils sont en train de progresser. Les objectifs pour certains, pour l'ensemble, pour vos athlètes que vous avez à entraîner, c'est lesquels? Ouais, l'objectif chez les minimes, l'objectif c'est faire partie déjà des 15 minimes français. C'est une barre qu'on a donnée pour rester dans le pôle, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a un contrat entre eux et nous en début d'année, que la Ligue s'est investie financièrement et qu'on ne peut pas demander à une structure fédérale de s'investir financièrement sur des athlètes dont on serait persuadé qu'ils n'ont pas le potentiel. Donc ils savent, on a fait des entretiens là pendant les stages les vacances, pendant leur stage, et on a posé très clairement, bon il y en a certains, on leur a dit c'est bon, l'année prochaine tu es là, parce que ils ont réalisé, on sait qu'ils ont réalisé les performances requises, mais ceux qui sont limites ou qui n'ont pas encore réalisé les performances requises, on leur a donné des performances à faire, et s'ils les font pas, on sera malheureux de les voir partir, parce on a vraiment un groupe formidable. Déjà d'un point de vue scolaire, c'est l'élite de l'élite, mais on sera obligé, si on veut maintenir le niveau d'exigence, de se séparer de certains. D'accord. Et pour toi, Magali, par rapport on va dire pour les cadets et plus, on s'est fixé aussi, pour certains, on va dire la finale, pour moi, mon niveau d'exigence est quand même un peu plus élevé, très élevé. Moi, je veux les podiums, du moins les athlètes que j'entraîne ont le niveau d'être sur les podiums. Donc, pour moi, il faut qu'ils soient sur les podiums des France jeunes, donc cadets. Et voilà, donc moi, comme en minime, il n'y a pas réellement de championnat de France, on est obligé de se baser sur un bilan, alors qu'à partir du moment où ils passent cadet, on peut se baser sur des résultats en championnat de France, parce que on peut faire des performances dans des petites compétitions et ne pas être performant le jour où il faut l'être. Donc, quand on est jeune comme ça, on va dire que c'est quand même un critère assez fort de pouvoir s'exprimer en grande compétition le jour J. Voilà. D'accord. Et puis donc des noms, alors je sais bien que c'est toujours un petit peu difficile pour des plus jeunes parce que on sait l'évolution, on la connaît pas toujours, mais si tu avais à cibler peut-être quelques futurs talents. J'ai pas envie. Dans ma tête, il y en a, mais j'ai pas envie parce que surtout en minime, faut pas mettre en avant. C'est vrai qu'on a 2-3 gamins qui sont vraiment excellents et dont on peut se dire que si les petits cochons les mangent pas, un jour ils peuvent aller vers le haut niveau, ils peuvent même faire du haut niveau. Mais bon, il y a tellement de choses qui arrivent. Il y a qu'à dire Jacques Pagny qui a sauté 8,26 m, était très mauvais en minime. Et Renaud Lavillenie n'était pas pris dans les stages 1000 minimes. D'accord ? Donc il faut faire très attention à cet âge-là. Il y a des différences peut-être énormes au niveau du développement et tout ça. Donc non, je ne veux pas citer de nom, parce qu'ils peuvent tous arriver. C'est tout à fait compréhensible. Voilà. Ok, Gérard. Alors, toi, Magali, ce sont des gens qui sont maintenant confirmés, donc on peut en citer. Et quels sont donc pour eux peut-être des objectifs, sur le championnat d'Europe, championnat du monde, autres ? Alors, j'ai mes 3 jeunes cadets, pour eux, je ne me prononcerai pas non plus, puisqu'ils sont, on va dire, sur la très bonne voie, puisqu'ils ont tous battu leur record depuis le début de l'année, donc assez rapidement, et même pour certains d'entre eux, de façon très, très exponentielle. Donc, c'est très satisfaisant d'ores et déjà. Pour les plus âgés, on va dire qu'ils tentent leur dernier à tous, c'est quasiment leur dernière année à tous. Au moins, ils sont vraiment sur la fin. Donc, que ce soit Nadia, Olivia, Laurent, ils ont tous dans la tête, les Jeux Olympiques en ligne de mire, ça va être difficile, mais bon, le principe du sport, c'est que tout peut arriver. Donc voilà, on attend. La saison va être à la fois très rapide, puisque les championnats de France sont extrêmement tôt, avancés d'1 mois cette année, justement pour cause des Jeux Olympiques, et de barrières de qualification qui doivent sortir assez tôt. Donc nous avons les France le 3e week-end de juin. Donc le verdict va très vite tomber. Voilà. D'accord. Maintenant, je vous propose, on va voir un deuxième reportage, donc plus axé sur des stages nationaux qui sont venus ces dernières semaines. Donc nous allons le visionner. Il y aura une interview de Jean-Pierre Vazel, également une séance de triple saut, et on pourra réagir à la suite par rapport à ça. Pierre-Jean, merci de nous accorder quelques instants. On sait que chaque sportif est différent, donc le travail est automatiquement différent de l'un à l'autre. Lorsqu'on s'occupe de quelqu'un comme Christine Aron, qui possède un énorme vécu, sur quoi assistons plus particulièrement au
niveau du relâchement, au niveau de la technique de course ou autre chose? On est attentif à tout, spécialement la forme du jour, parce que c'est très variable et on est très attentif à la façon dont elle récupère de chaque séance, donc très peu de quantité mais surtout la qualité. Donc on n'hésite pas à interrompre la séance ou à la reporter au lendemain si on voit que toutes les conditions ne sont pas réunies. Oui, ça fait un équilibre parce que j'entraîne des jeunes dont ils découvrent l'athlétisme, jusqu'à Christine Aron qui a déjà 20 ans d'athlète derrière elle. Donc c'est pas la même approche dans le sens où je suis beaucoup moins exigeant avec les jeunes en termes d'objectifs, mais c'est exactement la même chose. On est sur le terrain, on fait de l'athlétisme, on court, on saute, on lance. C'est ce que je demande à Christine comme aux jeunes. Oui, vu qu'on fait quasiment les mêmes exercices pour un athlète de haut niveau que pour un jeune, forcément il y a des passerelles, et puis ça permet aussi quand on entraîne des jeunes, ça permet aussi de relativiser la pression qu'on se met en tant qu'entraîneur et la pression qu'on met aux athlètes aussi de haut niveau. On relativise cette pression, on se dit que finalement c'est que de l'athlétisme. C'est toujours délicat de parler de pic de forme parce que on demande toujours à l'athlète d'être à 100% pour chaque compétition. Or, le 100% du maximum de l'athlète, on l'attend évidemment au grand championnat, mais c'est difficile de demander à l'athlète de ne pas se donner complètement dès le début de la saison. Donc, le pic de forme, on le constate après la saison. L'idée, c'est de se donner à 100% à chaque séance, de toute façon. On fait pas les mêmes exercices tout au long de la saison. Les exercices les plus intenses, on les garde dans la période de pré-compétition, on va dire. Donc automatiquement, l'athlète sera plus prêt en termes de forme physique et de forme de motivation proche des compétitions. Mais c'est quelque chose qui est provoqué, c'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est une conséquence en fait. Il semble régner une excellente ambiance dans le groupe. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important alors que tu pratiques une discipline individuelle? C'est sûr que c'est vrai que c'est une discipline individuelle, mais je pense qu'il y a un moment, je veux dire, le collectif, la dynamique d'un groupe, je veux dire, fait en sorte que les uns s'aident mutuellement, réciprocement. Et bien souvent, il peut y avoir un leader dans un groupe, mais ce qui fait que les gens qui rentrent dans le groupe et qui adhèrent se sentent pousser des ailes par ces gens-là, quoi. Mais c'est un équilibre. Je pense que là, l'entraîneur a un rôle important parce que l'équilibre, je dirais pas instable, mais il faut toujours veiller à ce que justement cette dynamique de groupe perdure dans le temps. Et bien souvent, des fois, on peut imaginer qu'un élément extérieur, enfin, quelqu'un qui voudrait rentrer dans le groupe pourrait détruire l'équilibre général justement de cette dynamique, quoi. À la limite, la sélection ne se ferait pas forcément sur le talent pur, parce que le talent de toute façon ne suffit pas à la réussite sportive, il faut aussi un état d'esprit. Et il faut que ce soit... moi je veux des hommes, quoi. Je veux pas
des gens qui soient pas des immatures, mais moi je veux des guerriers, mais avec un comportement irréprochable, quoi. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est important. De toute façon, moi je pense que la réussite, encore une fois, elle ne passe que par là, quoi. Je veux dire, il faut que il y a l'entraîneur, moi je donne mes consignes, il y a une programmation d'entraînement, mais ce qui se passe dans les champs quand ils parlent, parce que ce sont des passionnés, hein, quand ils échangent entre eux, la grande richesse et les véritables progrès, ils viennent sans doute de là. Hein. Dans le groupe, là, il y a 5 athlètes, hein, alors il y en a, on va dire 4 plus 1. Le plus 1, c'est Olivier Huette, hein, qui était formé à La Réunion et qui a fait 2 ans à Bollorus. Il était champion d'Europe junior en longueur. Et puis on a pris le pari, lui et moi, en discutant, de le faire passer, de basculer vers le triple saut. Alors c'est un défi passionnant pour lui comme pour moi. Et, il a un profil vachement intéressant. Je ne vous dirai pas mes attentes, mais il y a des espoirs, sérieux. Des espoirs en 2 mots. Hein. Ensuite, alors on pourrait considérer que Benjamin est le leader parce que c'est lui qui est le plus ancien du groupe. Benjamin Compaoré a déjà fait les minima pour les Jeux, il est donc sélectionnable, pas qualifié encore parce qu'il faut attendre encore les Championnats de France. Mais enfin bon, il a une marge de sécurité qui lui permet de continuer à s'entraîner, de faire une programmation de compétition intéressante avec comme seul objectif les Jeux, ça c'est clair. Ensuite, il y a 3 jeunes, il y a Harold Correa qui était vice-champion de France cet hiver en salle, qui a réalisé 16,72 m, un garçon en plein progrès qui a commencé l'athlétisme très tard, à l'âge de 18 ans. Gaëtan Sakou Bafanga, un garçon qui est arrivé dans le groupe il y a 2 ans, qui a fait en espoir 2e année 16,82 m, et je pense que ces 2 garçons-là, de toute façon, seront effectivement des candidats sérieux pour la qualification au jeu, au moins pour la réalisation des minima qui sont à 17,20. Cependant, je pense qu'en France, il y en aura d'autres. Hein. Il y a Johan Rapinier, Karl Taille-Pierre, il y a d'autres garçons. Il y a vraiment une discipline qui est très riche. Et c'est sans doute une des disciplines les plus fortes de l'athlétisme français actuellement, avec Teddy Tango, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, il y a le tout dernier, qui n'est pas le plus petit, c'est le plus grand, 1,92 m, 70 kg, c'est Bamba Boubacar. C'est un garçon qui a réalisé 16,40 m, qui est un garçon qui selon moi, possède tous les atouts du futur grand triple sauteur, à savoir très léger, très rapide et très fort. Manque encore un peu de coordination, mais là c'est le temps et la patience et son investissement personnel qui vont faire la différence, ça c'est clair. C'est difficile parce qu'en triple saut, il faut réunir vraiment beaucoup de conditions. Il faut un sprinter, il suffit de prendre un chrono puis se dire voilà quoi, ça va le faire, il fait temps, il est rapide, un triple sauteur, il doit être rapide parce que pour sauter loin, il faut sauter vite, donc courir vite. Il faut être coordonné, mais il faut être prêt à pouvoir enchaîner. C'est une discipline qui n'est pas du tout traumatisante comme souvent on a coutume de le dire, mais qui a des contraintes très élevées, notamment à la reprise cloche-pied. Alors il faut se préparer physiquement, ça demande du temps, et des fois le seul talent, même si un garçon semble avoir des qualités d'élasticité, des qualités de rebond de pied, etc., c'est bien, mais sur élan complet, des fois ça ne se concrétise pas. Donc c'est une épreuve de patience. Et c'est une épreuve où des gens peuvent se révéler très tard en fait, uniquement parce que c'est très exigeante, Les gros talents évidemment perfent très tôt, mais généralement, comme par hasard, quelqu'un qui est vraiment hyper talentueux, il ne faut pas non plus se reposer et vivre là-dessus, quoi. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine pour stabiliser justement ses qualités physiques. Et des fois, il vaut mieux peut-être avoir un petit peu moins de talent et bien travailler dessus. Et à long terme, souvent, c'est plus payant, quoi. Alors, on vient de voir, suite à ce deuxième petit reportage, que des athlètes de très haut niveau venaient sur Bollorus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, écoutez, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Concernant le javelot, ça fait déjà 30 ans qu'on vient utiliser cet outil exceptionnel, qui est effectivement un des meilleurs outils que l'on ait. Donc, que ce soit donc, au mois de février, au mois d'avril, chaque année, vous trouverez un stage de lancer de javelot, je précise. Les 4 lancers viennent en général en février, et le javelot, depuis quelques années, seul vient en avril. Voilà, si ce n'est le petit point négatif, la réflexion de la piste devient vraiment quelque chose d'assez urgent pour continuer à avoir tout ce monde qui vient sur le Krebs utiliser nos belles installations. Gérard ?
Oh bah, oui, il faut enfoncer le clou sur la piste, hein, enfin, quoique ça l'abîme si on enfonce le clou. Mais au point où elle en est, de toute manière, ça serait pas... Je sais que c'est le cheval de bataille de notre directeur, que on essaye, nous, de sensibiliser les gens autour de nous, parce qu'on est dans un des plus beaux sites du monde pour s'entraîner en athlétisme, il y a tout. Avant, il y avait un côté un peu spartiate quand on arrivait au Krebs de Boulouris. Maintenant, avec l'hébergement qui a été fait au bâtiment Nord, bon, bah, c'est quand même sympa. On mange bien. Bon, le climat, n'en parlons pas. Moi, pour avoir fait pas mal de stages à l'étranger, au moment où j'avais en charge des athlètes de niveau international, j'ai rarement trouvé des structures identiques. Et donc je crois qu'il faut vraiment, je ne sais pas comment, il va peut-être falloir qu'on monte avec un étendard à Paris, mais il faut qu'un jour cette piste soit faite. D'accord, merci Gérard. Alors également, est-ce que ça peut représenter une belle locomotive pour les plus jeunes? Alors je sais bien qu'ils viennent, souvent les stages viennent pendant les vacances, mais des fois il y a aussi les stages régionaux qui sont organisés à ce moment-là. Ça va être une belle vitrine pour les jeunes de la Côte d'Azur. Tout à fait, pendant le stage... Notre stage régional de la Ligue, puisque nous sommes donc conseillers techniques sportifs et que, outre le pôle, nous nous occupons également de notre élite régionale que nous faisons bien évidemment venir sur le Krebs plusieurs fois dans l'année lors de nos regroupements. Évidemment, quand vous faites des séances et qu'il y a Christine Aron qui court à côté, forcément, ça donne une belle majoration au stage, effectivement. Et depuis des années, effectivement, nous surfons sur cette vague-là et qui nous permet d'apporter une belle cerise sur le gâteau à nos athlètes en stage. Oui, et puis outre ça, par exemple, là, cette année, on avait quand même 84 gosses entre la Provence et nous. Donc, qui dit 84 gosses dit 12 à 15 entraîneurs. On avait programmé des soirées. Bon, Steve, qui est un compagnon de bataille depuis quelques années, je l'ai fait venir, donc ça nous a permis carrément de rentrer, de faire de la formation continue au niveau des entraîneurs. Après, les gosses, c'est vrai qu'il y a une identification, ils rêvent un petit peu, ils voient les gamins. Mais c'est quand même un peu bizarre, c'est que maintenant, ils osent moins. Avant, on les voit moins s'approcher qu'avant. Il y a un certain recul parce que c'est assez bizarre, la mentalité des gosses a changé. Également ils vont moins vers les voir, beaucoup moins qu'avant. Des photos, des autographes, effectivement. Ils les regardent de loin, ils les admirent de loin. De loin, mais c'est un recul, ils ont un peu peur d'aller les voir. Alors que nous, on leur dit, mais attendez, ils sont comme... c'est pas des méchants, ils vont pas vous manger, ils ont 2 jambes, 2 bras. C'est un très grand privilège que de pouvoir travailler ici, dans ces conditions-là, et avec effectivement des athlètes qui viennent, on peut les voir dans un contexte tout à fait normal, je dirais, parce qu'en meeting, en championnat, vous ne pouvez pas les approcher, ces athlètes-là. Hein. Donc là, ils font leur footing à 5 mètres derrière Christine Aron, quoi. Voilà, et puis ils se rendent compte que finalement ce qu'ils font, c'est pas si différent que ce que font les athlètes de haut niveau. D'ailleurs, Steve l'a dit, on fait à peu près pareil. C'est Pierre-Jean qui le disait, on fait à peu près pareil. On n'a pas les mêmes niveaux d'exigence, mais les contraintes sont les mêmes au haut niveau. Moi, pour avoir quand même touché le haut niveau pendant quelques années, pendant 8 ans, là, je fais des allers-retours entre ce que j'avais au haut niveau et ce que j'ai fait avec des gosses auparavant m'a servi dans le haut niveau. Et ça, c'est important parce que les gosses regardent, ils voient et puis ils se disent, mais tiens, nous on fait un peu pareil, à notre niveau, mais on fait un peu pareil. Alors justement, pour reprendre un petit peu par rapport à la séance et les quelques images que l'on a vues du triple saut, moi qui suis un petit peu béotien par rapport à l'athlétisme, j'ai été véritablement surpris. Effectivement, souvent quand on voit des athlètes s'entraîner, on se dit il y a beaucoup de temps faible et très peu de temps fort. Mais pour avoir été très près lors de cette séance, le temps fort, c'est véritablement une intensité maximale. Et là, j'ai mieux compris pourquoi il y avait que quelques instants où on était à bloc et toute une préparation pour arriver à ce moment-là dans cette séance. Alors, ce qu'on a vu là, j'imagine que peut-être pour vos disciplines à vous, c'est la même chose, ou ça se passe différemment? Disons oui, quand on prend les sauts, les lancers, c'est quand même des disciplines où on ne peut pas les travailler à 100% tout le temps, donc il y a tout un travail analytique qui est fait pour décortiquer un petit peu la technique et pour arriver à perfectionner ce geste, et on est obligé de travailler à faible intensité,
Ceci étant, en fait, ça va dépendre du moment de l'année, ça va dépendre du moment dans la séance. Donc il y a des instants où on va lancer, sauter fort parce qu'on est en fin de séance et qu'on voit si tout ce qu'on a travaillé s'imbrique un petit peu. Voilà, mais ça dépend en fait. Après, il va y avoir des séances de type course où là, ça va être très intense. La musculation, par ailleurs, c'est pareil. Il y aura des temps beaucoup plus forts, voilà. Mais effectivement, c'est une spécificité peut-être de notre discipline, il va y en avoir d'autres véritablement dans le sport, mais en tout état de cause, il est vrai que c'est comme sur des disciplines extrêmement techniques, où la technique a vraiment une très, très grosse valence. Il faut effectivement un travail, comme on a pu le voir, de type un petit peu analytique. Ceci étant, c'était pas vraiment l'analytique non plus. C'était pas dans l'analytique, mais ils sont dans... Et ce qu'on essaye d'avoir d'ailleurs avec nos jeunes, dans un niveau d'exigence très élevé. Et ça, je crois qu'il faut... C'est un des problèmes qu'on rencontre dans pas mal de disciplines. C'est-à-dire que quand on est jeune, on n'a pas de niveau d'exigence élevé. Mais non, il faut l'avoir dès le début. Parce que si on l'a pas dès le début, après, quand on ramasse les morceaux, c'est difficile de les recoller. Et l'exigence que peut avoir Steve, on peut l'avoir nous. Autant Mag en lancer que Laurence en course ou moi, et sur des gamins, on n'aura pas les mêmes résultats, mais ça sera la même exigence, et si on n'est pas exigeant, oui, sur les qualités physiques, ils vont réaliser des performances, mais on pourra toujours se dire, ah mais oui, mais si on avait été exigeant, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? D'accord. Alors, dernière question par rapport à ce soir. Steve a parlé on a parlé de détection. Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plutôt fan d'analyse un peu scientifique, ou c'est plutôt l'œil du maquignon? Quelle est un peu votre posture? Allez, Gérard. Moi, je suis pas bien placé, mais ou plutôt mal placé, puisque c'est moi qui ai demandé à ce qu'on mette au niveau national une batterie de tests sur les minimes. Alors, Steve n'est pas tout à fait d'accord avec moi d'ailleurs, mais on en a discuté souvent, qui nous permettent de voir des qualités, au-delà des habiletés motrices. C'est-à-dire que, dégager des tests où la technique est le moins prégnante possible. Et là, on voit des gosses qui ont des qualités. Et à partir de là, c'est pas une panacée, parce qu'il y a des gens qui se réalisent en compétition, donc il faut regarder aussi les compétitions. Mais je pense que on ne peut pas faire l'impasse d'essayer de trouver des gens qui soient doués, parce qu'il y en a de partout. Alors le doué qui est dans un grand club, on va le voir tout de suite, mais le doué qui est dans un petit club, il y a beaucoup de chances pour qu'il s'évapore et qu'on ne le trouve jamais. Donc en systématisant les tests, nous on le fait sur la Côte d'Azur depuis des années et des années, en systématisant, on arrive à en ressortir quelqu'un, même si c'est que 10-15%, parfois dans ces 10 ou 15%, il y a des très très bons. Donc c'est aussi en fait un moyen pour éviter qu'il passe dans les mailles du filet. Pour éviter qu'il passe dans les mailles du filet, et puis il faut quand même se dire que si on ne le fait pas nous, les sports collectifs vont le faire. D'accord? On s'en est fait quand même piquer pas mal. Le handball par exemple. Mais c'est logique, c'est tout à fait logique. Le gamin, il y a un cas qui est très marquant, c'est le fils à Cambrai. C'était un athlète, ce gamin-là a failli venir au pôle à l'époque où moi j'arrivais sur le pôle, il a failli venir au pôle à Boulouris. Et puis on lui a dit, bon attends, tu vas à Montpellier, t'es pris en charge et tout, et puis on t'offre une carrière. Il a bien fait, il est champion du monde. Mais c'est vraiment le cas typique du gamin qui aurait eu des qualités monstrueuses en athlétisme. Il les développe effectivement. Il les développe en handball. On le voit, qu'athlétiquement, c'est quelqu'un de hors norme. Mais c'était un gamin hors norme des Benjamins. C'était vraiment quelqu'un de hors norme. Magali, oui. Un petit mot en plus par rapport à ce qu'a dit Gérard. Disons que on parlait de détection, effectivement, c'est ce qui était à la base de notre recrutement cette année. C'est-à-dire qu'on a voulu justement mettre en pratique cette détection. C'est-à-dire qu'on en parlait beaucoup au sein de la Fédération française d'athlétisme, mais il manquait un passage entre la catégorie minime et la catégorie cadette, puisque nous ne recrutions, et dans tout pôle en France, espoir, athlétisme, on ne recrute pas avant minime. Et nous, on a voulu, au travers de cette détection, faire passer dans les mailles du filet justement ces athlètes que l'on a repérés sur la Côte Provence, Côte d'Azur. Voilà, donc la détection a pris vraiment une part très importante pour nous, pour le pôle,
pour le renouveau du pôle. D'accord. En tous les cas, merci à vous d'être venu Merci de sur nous ce avoir plateau. invités. Et puis à très bientôt. À la semaine prochaine.